Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Nous accueillons les gens, les laissons entrer dans la salle pour notre webinaire ce soir. Nous allons attendre encore quelques instants et si vous vous joignez à titre de participant franco, vous allez voir les chiffres à l'écran, justement le numéro pour pouvoir composer et entendre le webinaire qui sera interprété vers le français ce soir. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous préférez écouter en français, vous pouvez composer le numéro à l'écran. Et mon nom est Zantanala Scali et je suis directrice exécutive justement pour le réseau canadien du psoriasis et j'aimerais accueillir tout le monde à notre webinaire ce soir. On va justement miser sur les maladies touchant justement l'arthrite psoriatique. Et si vous êtes nouveau, nous sommes à but non lucratif pour améliorer la vie des gens au Canada, les gens qui vivent avec l'arthrite psoriatique et le psoriasis. Et alors donc, si vous vous joignez pour la première fois, bienvenue. Et pour certains d'entre vous et qui se joignent pour la première fois, je vais vous rappeler que vous êtes en mode écoute seulement pour la durée de l'événement, pour ce webinaire parce que nous enregistrons la séance ce soir. Et si vous appelez la ligne en français, je vais vous demander de mettre en sourd votre ligne pour la durée de la séance également, encore une fois, de sorte que nous puissions entendre tout clairement sur l'enregistrement. Et nous aimerions parcourir quelques points de logistique avant de débuter. Nous sommes un organisme canadien à l'échelle nationale. J'aimerais aussi reconnaître que tous les Autochtones qui habitent ce territoire, nous habitons le même territoire et j'aimerais signaler l'importance du territoire et on veut réaffirmer notre engagement et l'amélioration des relations avec les Premières Nations pour comprendre nos propres Autochtones et leur culture de côte à côte. Nous reconnaissons que nous sommes justement sur le territoire des Premières Nations des Inuits et alors donc, en plus de vous tenir en sourdine, j'aimerais vous rappeler que l'enregistrement sera disponible après la séance en français. En anglais, on va pouvoir vous transmettre ça. S'il y a quelque chose que vous avez manqué, vous pourriez visionner l'enregistrement une fois disponible. J'aimerais rappeler à tout le monde que toutes nos séances et les renseignements, l'information que nous abordons ce soir est d'ordre général et les présentateurs parlent à partir de leur expérience personnelle, professionnelle et de leur perspective. Si vous avez des questions ce soir, nous vous invitons à les soumettre dans la boîte de clavardage. On aura une séance de questions-réponses vers la fin, mais on va répondre uniquement aux questions générales ou pas précisément au sujet de votre santé qui seraient adressées à votre médecin, bien entendu. Et on veut aussi reconnaître justement les gens qui subventionnent et qui financent cet événement. Alors, nous les remercions. Ils apparaîtront justement sur la page web. Et ce genre de programme que nous avons et que nous effectuons au cours de l'année au sein de vos communautés, si vous n'êtes pas déjà membre, je vous encourage fortement d'apprendre à nous connaître sur notre site web qui apparaît à l'écran. Et aussi, il s'agit d'un sujet d'intérêt qui est très important pour notre communauté. Si vous voulez vous joindre à nous comme membre, et vous voulez être informé au sujet des événements à venir et les renseignements qui sont importants aussi pour les communautés, la communauté psoriatique au Canada. Ce soir, et nous allons toucher un sujet qui est très important, qui est souvent soulevé en matière d'importance, à savoir qu'il faut être au courant, qu'il faut connaître. Et sachant ce qu'on doit savoir lorsqu'on vit justement avec l'arthrite psoriatique, le psoriasis, et il y a des risques justement et qui justement le risque est plus élevé lorsqu'il y a des comorbidités et on va les aborder. On va aborder les maladies plus communes qui sont associées au psoriasis et plus précisément ce que vous devez savoir et ce que vous pouvez faire et comment justement aussi former votre équipe pour connaître les risques, pour connaître les moyens de prévention et qu'on serait en mesure
aussi d'adopter et pour vous assurer que vous et votre équipe êtes renseignés, éduqués au sujet du psoriasis. À nouveau, restez branchés et si vous n'êtes pas déjà membre, nous vous encourageons à vous joindre à nous. Et je suis très heureuse. C'est un plaisir pour moi de céder la parole sans plus tarder à nos conférenciers. Nous sommes très fortunés. Nous avons un présentateur excellent ainsi qu'une présentatrice, Dr. Eder, le premier, Dr. Kirchhoff. Dr. Kirchhoff va débuter et démarrer la séance en nous donnant justement un aperçu en ce qui touche les maladies associées au psoriasis et les plus communes que nous avons en tête. Et ensuite, la Dr. Eder aussi va parler d'arthrite psoriatique et aussi toutes les maladies qui y sont associées. Alors, je suis très excitée justement de céder la parole au Dr. Kirchhoff, qui sera notre premier conférencier, et par la Dr. Mark Kirchhoff, justement, dirige la faculté de médecine à l'Université d'Ottawa et l'hôpital d'Ottawa. Il a un bac en sciences de McMaster University et il a complété ses études médicales à London, en Ontario. Et il mène aussi la recherche et les voies de signalement et de réglementation. Il a complété sa résidence en Colombie-Britannique à l'Université de la Colombie-Britannique et en août 2017, il était directeur d'enseignement justement de l'Université en Ontario et aussi il était en éducation médicale continue et il a aussi publié des documents en ce qui touche la recherche clinique et il a été invité à l'échelle locale et nationale dans des réunions et aussi pour aborder les patients pédiatriques et adultes. Il a reçu de nombreux prix de l'Université d'Ottawa et aussi il enseigne dans les cliniques à l'hôpital. Il est aussi un membre du Conseil de dermatologie canadien. Il me fait grand plaisir de céder la parole à notre premier conférencier invité ce soir, le Dr. Kirchhoff. À vous. Merci. Vous pouvez voir mes diapos? Oui, merci. Excellent. Alors, je vais vous donner une introduction, plus ou moins une introduction de toute évidence. Il s'agit d'un sujet très large et je veux juste éveiller un peu d'intérêt sur les choses intéressantes qui touchent le psoriasis et lorsque ça touche la peau, l'esprit et le corps. Voici mes conflits d'intérêt et justement, j'ai quelques pratiques et voici ce que j'ai fait par le passé en matière d'enseignement et de présentation. Voici un survol, un aperçu du psoriasis et ça peut justement avoir une incidence, une prévalence de 1 à 2 % chez les gens. Dans certains pays, certains endroits ont une prévalence beaucoup plus élevée de psoriasis. Par exemple, Terre-Neuve, il y a une plus grande prévalence de psoriasis et on croit qu'il y a une incidence bimodale. Et alors, il y a deux pics où on peut voir de nouveaux cas de psoriasis, c'est-à-dire chez les gens dans la vingtaine et la cinquantaine. Et on croit que c'est rattaché à une variété de gènes et non pas uniquement un gène qu'on appelle polygénique et il s'agit d'une maladie auto-immune. Alors, c'est une maladie inflammatoire qui, justement, s'attaque à la peau et on va voir plus tard que ça peut aussi s'attaquer à d'autres parties du corps et ça peut varier d'une forme légère à grave, telle que vous pouvez voir dans cette photo. Et cette patiente a beaucoup de plaques psoriatiques qui ont un effet sur la peau. Et oui, il y a des poussées stimulées par des déclencheurs et ça peut être plus grave à certains moments donnés. La présentation. Alors donc, on a justement des papules ou plaques rouges nettement délimitées avec une couche squameuse blanc argenté que vous pouvez voir ici. Alors, vous voyez que c'est différent des autres, finalement, irritations de la peau. Et parfois, les squames lamellaires se détachent et s'enlèvent facilement en grattant. On va retrouver ça justement
dans les vêtements, la literie dans la maison. Et très souvent, les sites souvent touchés, coudes, genoux, région fessière, cuir chevelu, paume de la main, plante des pieds. Alors, c'est pas juste la peau, ça peut aussi toucher les ongles. Et maintenant, les symptômes, la présentation des symptômes. Il peut y avoir justement des démangeaisons, de la douleur, les deux présentations principales, les deux symptômes. Il peut y avoir une peau épaisse, de la rougeur, peau qui pèle, le saignement. Et les gens peuvent avoir aussi du psoriasis sur les mains, sur les pieds. Et ils ont du mal à utiliser leurs mains, leurs pieds. Même marcher peut être rendu très difficile pour certaines personnes. Et voici la distribution générale à laquelle je me suis référée plus tôt, à savoir où ça se trouve pour différencier le psoriasis de d'autres maladies inflammatoires, qu'il s'agisse d'eczéma ou autres. Vous voyez la distribution et on voit les différences lorsqu'on évalue les patients, justement. Et je vous montre des photos à quoi ressemble le psoriasis. Alors, j'ai mentionné que ça se démarque très facilement. Vous voyez la peau normale ici et on voit qu'il y a une ligne qui divise la peau normale de la plaque psoriatique. Vous voyez que c'est très démarqué. Et encore une fois, on voit justement les lamelles argentées telles qu'on peut voir ici sur cette patiente. Il y a des endroits qui sont plus conflictuels et sur les ongles, il y a quelque chose en commun que nous pouvons observer. On voit justement qu'il peut y avoir comme des encavures ou des petits trous là que l'on peut voir, des petites perforations sur les ongles. Et aussi, on voit les ongles qui jaunissent. Vous voyez les endroits jaunâtres, justement. Et on peut voir aussi une séparation de la plaque de l'ongle, qui est la partie dure de l'ongle, jusqu'à la partie sous l'ongle. Et ça donne l'apparence d'une apparence blanchâtre. Et on appelle ça verniculace. Et c'est une séparation de l'ongle. Et le psoriasis peut aussi avoir une incidence sur d'autres parties du corps et autour de l'ombilic ou du nombril. On voit qu'on peut différencier le psoriasis que d'autres maladies et ça peut aussi affecter les mains, les pieds. Parfois, ça peut être mal interprété et ça peut être confus avec des infections fongiques et de toute évidence, il peut y avoir de l'inflammation et, par conséquent, une démangeaison assez importante. Et on peut voir justement l'incidence sur les articulations au point qu'on appelle ça une mutilation des articulations et déformation des doigts, des pieds. Alors donc, il y a justement diverses apparences du psoriasis. Les formes les plus communes, on a les pustules qui se forment sur les mains, les pieds ou sur le corps en entier. Et il y a aussi du psoriasis palmoplantaire qui affecte les mains et les pieds. Et aussi dans les plis de la peau, près du fessier, on peut voir justement que le psoriasis s'attaque à cette région. On a parlé aussi du psoriasis des ongles. Ça peut être assez grave. On pourrait juste même perdre les ongles. Alors, qu'est-ce qui cause le psoriasis? Alors, comme toute maladie polygénique complexe, on sait que les gènes jouent un rôle important. Bien ont été identifiés, mais on n'a toujours pas un vrai portrait de tous les gènes impliqués. On sait que si on a un parent qui a du psoriasis, on peut souffrir du psoriasis de 10 à 25 %. Voilà le risque. Les deux parents à 50 % de risque. Mais il y a d'autres facteurs. Peut-être des facteurs environnementaux pourraient influer aussi et certains déclencheurs. Et le système immunitaire. Le système immunitaire est très compliqué. Et alors que nous vieillissons, ça peut changer en vieillissant et il y aura divers déclencheurs qui pourraient être impliqués et les choses auxquelles on serait exposé au cours de notre vie. Alors, en fait, la cause exacte du psoriasis n'est pas connue à 100 %. Nous savons que les gènes, les déclencheurs environnementaux, le système immunitaire sont tous des facteurs. Les déclencheurs du psoriasis ne sont pas universels, mais il y a le climat, les blessures cutanées, événements stressants de la vie, infections, médicaments, tabagisme et l'alcool. Et
au final, la peau change chez les patients psoriatiques. Alors donc, lorsque la peau se régénère à tous les 28 jours, alors donc la peau est un organe à niveau multiple et on a aussi justement des cellules et on a les cellules et on voit que ça se déplace et ça va migrer jusqu'au haut et là, on voit que ça se détache et ça se renouvelle à tous les 28 jours. Et alors, la peau va justement guérir entre 3 à 5 jours et il y a une justement transition au fil du temps. La peau devient plus épaisse, mais elle se renouvelle tous les 3 à 5 jours dans le cas du psoriasis en plaques. Mais la peau se renouvelle généralement tous les 28 jours. Alors donc, voici une carte. Vous voyez ici, on voit qu'il peut y avoir justement des changements en raison de l'historique familial. Voici la pathogénèse et la progression. On voit les infections, la poussière, les médicaments, les substances, les tatouages. Il y a des gens qui vont avoir tout cela et ça va causer une cascade qui va mener justement à une récurrence chronique du psoriasis, des plaques psoriatiques et la peau sera beaucoup plus épaisse ici. Et vous voyez toute l'inflammation qui se produit sous la peau ici. Maintenant, dans le domaine de la dermatologie, on va évaluer le psoriasis par le biais de bien des facteurs. Alors donc, un de ces facteurs, c'est la surface corporelle atteinte. Évaluation clinique, habituellement évaluée en fonction d'un nombre de mains. Voilà, sur une main où on voit que ça égale à 1%. Alors, voilà la surface corporelle affectée. Maintenant, on a un indice plus complexe du nom de PASI, PASI, indice d'étendue et la gravité du psoriasis. Et on peut justement évaluer la région affectée ainsi que la gravité. Alors, il s'agit d'un outil d'évaluation conçu par la recherche utilisant la SC et l'érythème, l'épaisseur et la couche de squame. Ensuite, il y a DLQI qui est un indice dermatologique de qualité de vie, c'est-à-dire l'impact du psoriasis sur la vie du patient. Alors, voici une idée de la surface corporelle et pour évaluer en matière justement de léger, modéré ou grave. Vous voyez les atteintes sur le corps. Alors, lorsque c'est modéré, ça affecte une surface corporelle à raison de 10% et grave, ça couvre plus de 10% de la surface corporelle. Et il y a bien des célébrités qui vivent avec le psoriasis et ici, peut-être que vous l'avez vu au cours d'un tournoi de golf, ce type ici. Et ensuite, Leanne Rimes, elle souffre de psoriasis et sur Instagram, elle a récemment affiché une photo de son corps atteint de psoriasis. Et ensuite, le psoriasis a un historique et il y a eu des événements du passé, des assassinats, comme on peut voir ici dans un bain pendant la Révolution française. Et cette photo est tirée d'un tableau très populaire. Et maintenant, je vais parler d'un cas précisément, c'est-à-dire ce que peut causer le psoriasis et que c'est très complexe et comment penser au psoriasis, comment il peut interagir avec notre corps. Voici un vrai cas tiré de ma clinique. Une femme d'une 60aine d'années s'est présentée à ma clinique avec des antécédents de psoriasis. Elle était traitée pendant de nombreuses années avec des stéroïdes topiques et de la vitamine D topique. Dans l'ensemble, très peu de psoriasis, seulement sur les coudes et les genoux. 3 mois avant son rendez-vous, elle a eu un accident de voiture. Elle a subi une grave poussée de psoriasis 2 semaines après l'accident. Elle a également développé des douleurs articulaires et un gonflement des doigts. Et voici un exemple à quoi elle ressemblait lorsqu'elle était présente dans ma clinique. Vous pouvez voir que son psoriasis est très, très grave et couvre de très grandes surfaces corporelles. Et ensuite, ça soulève la question, que s'est-il passé? Comment est-ce que ça s'est produit? Le stress déclenche-t-il le psoriasis?
et quelles sont les composantes neurologiques de la physiopathologie du psoriasis? Quel rôle le stress joue-t-il dans les maladies inflammatoires en général? Et lorsqu'on se tourne vers la littérature, il n'y en a pas beaucoup, mais voici une des études publiées en 2018 qui parcourt justement les événements d'angoisse et de stress, les événements stressants signalés avant l'apparition du psoriasis et avant les poussées de psoriasis. Et vous voyez dans le tableau les effets justement des événements de stress sur le psoriasis. On voit ici tous les chiffres. Vous voyez 72 63 26 88 63 25 Alors, la majorité des patients qui rapportent des événements de stress avant justement l'atteinte du psoriasis et ensuite, ils vont justement signaler au moment des poussées. Les pourcentages sont très, très élevés lorsqu'ils vivent le stress aussi et ça déclenche les poussées. Et il y a aussi l'habileté de répondre au traitement. Voici une expérience lorsqu'on a passé en revue les patients avec des niveaux de stress très élevés et moins élevés. On leur a donné des traitements, des thérapies et lorsqu'ils vivent un bas niveau de stress, et leur psoriasis était beaucoup plus dégagé que ceux qui étaient grandement stressés. Alors, le stress est un facteur, une composante très importante dans le traitement du psoriasis. Je voulais vous donner un cas très important qui interagit entre le corps, le système nerveux et le psoriasis. Alors, un opérateur informatique de 49 ans a été renversé de son vélo et a subi une luxation postérieure de l'épaule droite. Alors, ça a causé des dommages aux nerfs dans ce bras et le patient n'avait pas beaucoup de force dans ce bras. Alors, donc, une absence de force dans les muscles ténariens et une altération de la sensation dans la distribution du nerf médian de la main. Des plaques de psoriasis existant depuis longtemps sur l'avant-bras et le dos de la main droite avaient disparu à cause de la blessure. Alors, donc, 4 mois après la blessure, alors que la force et la sensation s'étaient considérablement améliorées, il a noté que les lésions cutanées commençaient à réapparaître. Alors, cette idée que le corps, tel que nous l'apercevons, peut influencer la peau, et dans ce cas-ci, une maladie, le psoriasis, est quelque chose de très important. Et maintenant, nous allons donner de l'information, quelques indices comment la peau peut aussi avoir une influence sur le corps et les traitements. Alors, l'impact médical du psoriasis. Voici une étude. On regarde l'âge du patient psoriatique et la gestion et la durée de vie. Les gens avec le psoriasis grave, justement, ont une espérance de vie de 3,5 ans perdus pour les hommes et 4,5 ans pour les femmes. Et pour les principales causes de décès chez les patients atteints de psoriasis sévère, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires à 34 infection 22 et le cancer 21. Et je vous montre quelques données et voici ce qu'on a vu par le biais de bien des études, c'est que l'atteinte multisystémique du psoriasis peut aussi affecter les yeux, l'uvéite. Ça peut aussi causer la maladie cardiovasculaire, MPOC, et on va voir comment c'est rattaché aux articulations. Ça peut causer la dépression, la fatigue, sommeil perturbé, troubles cognitifs tels que j'ai mentionné, maladie cardiovasculaire, mais pas juste au niveau vasculaire, mais au niveau du cœur et syndrome métabolique. C'est très grand, c'est-à-dire que le diabète, la dyslipidémie peut être affectée également. Et finalement, d'autres organes peuvent être aussi atteints. La maladie de Crohn peut être aussi déclenchée et le psoriasis. Alors donc, ça va justement, l'arthrite psoriatique, généralement dans les 10 à 15 premières années, suivant l'apparition du psoriasis, il y a une prévalence de l'arthrite psoriatique, c'est-à-dire dans la population générale de 0,5 à 1 dans la population atteinte de psoriasis, 6 42 Alors, la fréquence de l'arthrite psoriatique augmente avec la gravité de la maladie.
Alors donc, d'autres comorbidités médicales associées au psoriasis, arthrite psoriasique, l'uvéite, maladie intestinale inflammatoire, pharyngite, streptocoque récurrente, lymphome et autres tumeurs malignes internes, dépression, anxiété, suicide, tabagiste, MPOC, abus d'alcool, maladie cardiovasculaire, syndrome, obésité, diabète, hypertension et le cancer de la peau. Et ensuite, ils ont mené justement une étude. Ils ont pris un patient avec psoriasis, un autre sans psoriasis. Ils ont pris justement, vous voyez, les cellules et ensuite, ils peuvent aussi suivre les cellules inflammatoires et où elles se dirigent dans le corps. Ils ont trouvé justement que dans le patient psoriatique, que ça se trouvait dans l'aorte, dans le foie et dans les vasculaires, dans les articulations, dans la peau. Et alors donc, le patient, justement, témoin, vous voyez qu'il n'en avait pas. Et ensuite, on a une autre façon d'évaluer le tout. Il s'agit justement de la gravité du psoriasis associée avec l'inflammation systémique accrue. Et on voit ici la gravité et la quantité de plaques psoriasiques. Et ici, on voit justement la quantité d'inflammation. Alors, plus il y a de psoriasis et plus il est grave, plus il y a de l'inflammation. Et aussi, nous savons que parce que le psoriasis est auto-immune, les gens ont un risque élevé de développer d'autres maladies. J'ai parlé de Crohn's et ils ont aussi un risque accru de développer l'arthrite rhumatoïde et aussi l'alopécie et maladie cœliaque. Et ça va aussi inclure la sclérose systémique, Crohn's et vitiligo. Alors, les patients psoriasiques sont disposés à développer justement ces maladies. Et il y a aussi une interaction entre le psoriasis et les tissus adipeux. Alors, nous savons que le psoriasis de la peau peut causer différentes composantes d'inflammation qui vont envoyer le signal et vous allez voir que ça va se déposer à certains endroits dans le corps et dans les tissus adipeux et ça va causer davantage d'inflammation et va aggraver votre psoriasis. Alors, plus vous avez de tissus adipeux, plus vous êtes prédisposé aux maladies, aux troubles de ce genre. Et il peut y avoir des arrêts cardiaques. Si quelqu'un souffre de psoriasis grave par rapport à léger, il est prédisposé à avoir des arrêts cardiaques à un plus jeune âge. Alors, les gens qui sont dans la trentaine, la vingtaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine ont un risque accru et beaucoup plus élevé d'arrêt cardiaque que s'ils étaient atteints d'un psoriasis léger. Alors ici, on voit qu'il y a plein d'autres choses, bien entendu, qui peuvent causer des arrêts cardiaques. Maintenant, le syndrome métabolique qui inclut le diabète, l'hypertension et l'obésité sont tous rattachés justement au psoriasis. Et plus il y a d'inflammation de la peau et les gens sont plus prédisposés à développer ces maladies. Et ensuite, pour le diabète et le psoriasis, ça augmente avec l'âge et on voit que c'est à 248%, si on peut s'y référer ainsi, que les gens, justement, seront atteints de psoriasis dans la population. Alors, donc, l'obésité et les maladies cardiaques, métaboliques, on voit que les gens sont prédisposés à développer le psoriasis et ceux qui ont le psoriasis vont très probablement développer des maladies métaboliques cardiaques et par la suite l'obésité. Et c'est un cycle, c'est une boucle. Alors donc, on peut être atteint de ces trois maladies. Je crois que je vous ai montré la preuve que le corps peut déclencher le psoriasis et le psoriasis peut causer toutes sortes de maladies dans le corps humain. Maintenant, nous allons parler du cerveau et nous ne l'avons pas encore abordé, mais nous savons que le cerveau répond également à certaines de ces choses que nous avons vues affectent le corps. En particulier,
Il a été démontré qu'au cours de l'inflammation, lorsque vous avez de l'inflammation, ici, on a justement des infections, dommages du tissu, destruction. Et on voit que le tout circule et peut se déplacer jusqu'au cerveau et ça peut mener à la dépression, à l'anxiété. Et le cerveau lui-même va ensuite libérer des stéroïdes qui peuvent causer cette boucle de développer d'autres choses. Alors, il y a quand même une interaction entre l'inflammation et l'activité du cerveau et l'inflammation. On voit ici justement que les patients psoriasiques ont un plus haut taux de dépression, d'anxiété et de comorbidité ou maladies concomitantes. Maintenant, pour celle-ci, alors on aura les gens n'auront pas le désir de traiter le psoriasis. Alors donc, on voit ici que c'est à 3 volets. Alors si vous ne gérez pas votre psoriasis, ça peut mener à la dépression, ça peut mener justement à un manque d'observance et d'adhérence à votre thérapie ou vos médicaments et ça va causer davantage le psoriasis ainsi que la dépression. Il y a eu une étude au sujet de la dépression elle-même en tant que facteur de risque pour l'apparition du psoriasis et c'était publié par l'Université de Calgary et il s'agit de recherche canadienne. Alors, justement, on démontrait justement que la dépression était liée à des niveaux accrus de cytokines inflammatoires, incluant justement TNF-alpha et IL-6. Et ici, on voyait cela, oui. Alors, ça augmente chez les patients l'incidence de dépression. Et selon une très grande étude comportant de milliers de patients, la dépression seule augmente votre risque de développer le psoriasis. Alors, ça indique que le psoriasis mène à la dépression. La dépression mène au psoriasis. Et ce mécanisme de rétroaction est très important. Et voici comment on peut identifier justement une relation temporelle, c'est-à-dire la dépression qui augmente le risque de développer le psoriasis. Et c'est modifiable potentiellement et c'est très important. Il y a des études qui ont démontré justement. Voici cette étude qui démontre le facteur de risque qui se développe avec le psoriasis, une étude rétrospective du Royaume-Uni. Et on voit que la dépression est associée avec un risque d'arthrite psoriasique accru chez les patients avec le psoriasis. Alors, on pourrait avoir justement des maladies liées aux articulations éventuellement. Alors, nous avons vu vraiment un survol. Il y a un rapport entre le corps, tel que nous avons vu plus tôt, un événement stressant qui peut mener à une maladie de la peau, une maladie cutanée qui va ensuite se manifester sous forme de diverses maladies dans le corps humain, telles que nous avons vu. Ça peut être l'obésité qui peut causer l'inflammation, qui peut causer d'autres maladies cutanées. Alors, vous voyez, ces boucles de rétroaction sont très importantes justement à comprendre la pathologie et nous avons vu que le psoriasis peut affecter le cerveau et l'inflammation de la peau peut se déplacer à travers le corps, avoir une incidence sur le cerveau et aussi causer des niveaux accrus de dépression par le biais du psoriasis. Et la dépression elle-même peut augmenter le risque d'avoir le psoriasis et l'arthrite psoriasique. Alors, il y a un rapport entre le cerveau, l'esprit, le corps, la peau et l'inflammation est au cœur de justement ces relations avec le corps humain. Et je vous ai donné un survol très rapide, très bref au sujet de cette maladie complexe qui affecte les différentes parties du corps. Et maintenant, je vais prendre des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Dr. Kirchhoff. C'était fascinant d'obtenir cette mise à jour sur la recherche au sujet de ces rapports. Et je vais inviter les gens à poser des questions dans la boîte de clavardage. Si vous êtes d'accord, Dr. Kirchhoff, on va
passer à la période de questions et réponses vers la fin parce qu'il pourrait y avoir un chevauchement entre vous et la prochaine présentatrice. Alors, merci à nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les afficher, les taper dans la boîte de clavardage et on va les diriger justement à nos conférenciers. Si vous écoutez sur la ligne en français, placez votre micro en sourdine. Je voulais reconnaître aussi la présentation de la Dr. Eder. Nous avons un webinaire au sujet du psoriasis et de l'anxiété mentale de disponible et nous pouvons donner des renseignements à savoir ce que vous pouvez faire si vous vivez la dépression, de l'anxiété, parce que nous savons qu'il s'agit d'une situation qui affecte les deux. C'est les deux maladies ou pathologies en commun. Et maintenant, je suis très emballée de céder la parole à notre prochaine présentatrice qui va aborder les parties métaboliques des rapports justement d'inflammation. Dr. Eder et notre prochaine conférencière va nous donner beaucoup d'idées à savoir ce que nous pouvons rechercher, ce que nous pouvons faire. Et je vais la présenter. Elle est scientifique et justement, elle est au Women's College Hospital Institute et à l'Université de Toronto au Canada. Elle a beaucoup de connaissances en rhumatologie et aussi en épidémiologie et en maladies cardiovasculaires également. Elle est directrice du programme de rhumatisme psoriasique et co-directrice programme de cardio-rhumatologie à l'Université de Toronto et aussi, elle a justement publié sur la gestion du psoriasique, développé des modèles de soins et des activités d'enseignement et sa recherche justement a mené à des centaines de publications dans les journaux médicaux et scientifiques et elle est reconnue en rhumatologie et elle a reçu une bourse justement de recherche en rhumatologie et un prix du ministère de la Science et de la Recherche en Ontario. Alors, au plaisir de vous céder la parole, Dr. Eder. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité pour présenter. Alors, je suis rhumatologue de profession, mais je suis aussi très intéressée dans les maladies cardiovasculaires et comment ça affecte justement le psoriasis. Et justement, je co-dirige le programme de cardio-rhumatologie au Women's College Hospital et je vais expliquer le rapport entre la peau, les articulations et le cœur. Et alors, tel que le docteur Kirchhoff a présenté de façon très élégante, alors, plutôt, l'arthrite psoriasique est l'arthrite inflammatoire associée au psoriasique et ça affecte un grand pourcentage de la population. On peut le retrouver justement sur les articulations, la colonne, dans la nuque, les mains, les pieds. Ça peut mener jusqu'à la déformation des articulations, soit les doigts, les pieds. Alors donc, la maladie psoriasique se réfère parfois, on s'y réfère parfois comme étant un iceberg. Voilà ce qu'on peut voir de l'extérieur. Parfois, c'est seulement la peau, les articulations, mais il y a bon nombre de maladies concomitantes associées avec le psoriasis qu'on ne voit pas, que les gens ne peuvent pas observer visiblement. Et ça rend la vie des patients très difficile. Et ça peut mener à la dépression, diabète, hypertension artérielle, uvite, maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral. Alors donc, voici le rapport avec justement l'arthrite psoriasique et les maladies cardiovasculaires. Alors, en matière de maladies cardiovasculaires, on voit les maladies qui affectent les artères, les coronaires, et les vaisseaux sanguins, alors qui vont justement mener le sang jusqu'au cœur, ensuite au cerveau, et on voit que le tout est interlié et ça peut causer aussi des blocages des artères, des coronaires et empêcher de mener le sang jusqu'au cerveau. Et voici des maladies
qui affecte les extrémités inférieures et supérieures et peut aussi causer de la douleur et principalement dans les extrémités inférieures, telles les jambes. Alors, bon nombre d'entre vous être familiers avec les symptômes de la crise cardiaque et peut-être aussi la crise cardiaque hollywoodienne avec une douleur écrasante au milieu de la poitrine qui va parfois causer une maladie ou peut-être même de l'engourdissement dans le bras gauche, maladie thoracique ou des palpitations, mais ça peut aussi causer des choses, un malaise thoracique moins grave ou d'un type différent. Ça peut affecter le cou, le dos. Les patients peuvent aussi présenter des nausées et peuvent être à court de souffle et ça peut aussi se présenter sous forme de transpiration, malaise dans la partie supérieure du corps, nausées, essoufflement, étourdissement, fatigue soudaine et inexpliquée, et surtout chez les femmes. Et parfois, ils vont voir le médecin, mais il y a des présentations qui ne sont pas typiques. Et suite à la recherche, bon nombre de patients qui vivent avec le psoriasis vont avoir justement de la douleur qui mimique les symptômes cardiaques. Alors, parfois, lorsque la douleur des articulations dans la poitrine peut mimiquer ce genre de douleur cardiaque, ça peut être très mêlant et il est très recommandé de consulter un spécialiste le plus tôt possible si cela se produit. Et les symptômes d'un accident vasculaire cérébral, alors donc, on voit justement VITI, c'est-à-dire vite, visage. Le visage est-il affaissé? Incapacité. La personne peut-elle lever ses deux bras normalement? Trouble de la parole. La personne a-t-elle de la difficulté à parler? Et extrême urgence. Si ces choses se produisent, c'est l'heure d'appeler 911 sans délai pour justement une attention médicale et urgente dans les plus brefs délais. Alors, les maladies cardiovasculaires en lien avec l'arthrite psoriasique, c'est très commun chez les patients justement qui vivent des événements cardiovasculaires à 43 ou à 35 pour la mortalité d'origine cardiovasculaire. Et c'est la cause de décès numéro 1 chez les patients atteints d'arthrite psoriasique. Et le risque, tel que mentionné, est plus élevé de 35 chez les patients atteints d'arthrite psoriasique comparativement à la population générale qui ne sont pas atteints d'arthrite psoriasique du même groupe d'âge ou même avec les mêmes symptômes. Alors donc, quel est le lien entre l'arthrite psoriasique et les maladies cardiovasculaires? Eh bien, le processus qui mène justement aux arrêts cardiaques et maladies vasculaires périphériques et justement les AVC, vous pouvez voir qu'il y a une accumulation de cholestérol dans les vaisseaux sanguins et on voit que cette accumulation de cholestérol dans les vaisseaux sanguins, justement, on appelle ça justement une accumulation et ça peut causer un blocage du vaisseau sanguin, ça peut causer justement un arrêt cardiaque, ça peut causer aussi un AVC dans le cerveau et ça peut aussi causer des caillots de sang et des maladies de thrombose. Ça peut être aigu, ça peut causer justement une douleur soudaine et les gens pourraient ressentir de la douleur s'il y a un caillot ou un blocage vasculaire périphérique. Et maintenant, entre l'artérosclérose et l'arthrite psoriasique, il y a des choses en commun. Et nous savons que pour l'arthrite psoriasique, il s'agit d'inflammation de l'articulation. Ça peut mener jusqu'à l'inflammation de la peau. Et ensuite, pour l'athérosclérose, ça peut causer aussi des AVC et des arrêts cardiaques et de l'inflammation chronique des vaisseaux sanguins. Et les études ont démontré qu'il y a des métalloprotéinases ou de tels, justement, processus ou activités sont accrus avec l'artérosclérose ou l'arthrite psoriasique. Et vous avez déjà vu cette photo très dernièrement.
que le docteur Kirchhoff a présenté. On voit l'image, le rapport entre les deux maladies. Alors, on va se rappeler de ça. On a aussi vu les facteurs qui augmentent le risque de maladie cardiaque. Alors, quels sont les facteurs? Les facteurs de risque traditionnels, je veux dire l'âge, le genre et il y a aussi le diabète, l'obésité, l'hypertension. Et ces facteurs ont tendance à augmenter l'incidence de psoriasis ou d'arthrite psoriasique chez les patients. Et on note également que plus grave est le psoriasis, plus accrus sont les risques de développer une maladie cardiaque chez les gens qui souffrent déjà de psoriasis ou d'arthrite psoriasique. On voit la surface corporelle couverte ici avec un plus grand nombre d'articulations douloureuses, déformées et dactylites ici. On voit que les attraits très typiques de ce genre d'inflammation de l'arthrite psoriasique. Et ces patients ont un plus grand risque de développer la maladie cardiaque. Comment transiger avec l'inflammation et est-ce qu'on peut réduire le risque de développer justement la maladie cardiovasculaire si on réduit l'inflammation? Ça ne s'applique pas uniquement à l'arthrite psoriasique, mais ça s'applique à d'autres maladies rhumatologiques qui impliquent l'inflammation. Alors donc, ce sujet a été étudié en rhumatologie et en dermatologie et on a démontré que certains des médicaments et des thérapies que nous utilisons pour gérer l'arthrite psoriasique, on voit que ça peut réduire en fait le risque de développer les maladies cardiaques pour les patients qui utilisent ces médicaments. Méthotrexate a été utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement d'arthrite psoriasis et arthrite rhumatoïde. Et ça a été démontré que les patients qui utilisent ces médicaments, justement, ont un plus faible risque de développer les maladies cardiaques. Et maintenant, pour les nouveaux types de médicaments, il y a une classe qu'on appelle des inhibiteurs du facteur de tumornécrose. Et dans ce groupe, il s'agit d'un premier groupe de médicaments biologiques approuvés dans la maladie d'arthrite psoriasique et en rhumatologie également. On a démontré que ce genre de médicaments réduit le risque de développer la maladie du cœur lorsqu'on est atteint de psoriasis ou d'arthrite rhumatoïde ainsi que d'arthrite psoriasique. Alors, il faut contrôler l'inflammation de la peau, des articulations pour réduire justement l'incidence de maladies cardiaques éventuelles. Ensuite, nous avons aussi des inhibiteurs TNF qui sont associés avec une progression réduite justement des plaques artérosclérotiques carotides qui peuvent mener justement à la maladie cardiaque et à l'AVC. Et on utilise l'ultrason qui est une façon rapide et qui nous permet de déterminer le nombre de plaques dans les artères et aussi ça nous aide à déterminer l'atteinte. Et les approches que nous utilisons également, on a FDG et qui est justement de l'imagerie. On peut identifier justement les endroits d'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé les patients qui utilisaient justement ces inhibiteurs TNF contre ceux qui ne les utilisaient pas et finalement, on a trouvé que les hommes qui prenaient les inhibiteurs TNF, on voit une prévention de la progression de la plaque carotide, contrairement aux gens qui ne les utilisaient pas. De façon intéressante, nous avons vu le changement
Et nous ne sommes pas certains si c'est dû aux différences dans les comportements de l'artérosclérose parce qu'il y a des différences ou c'est dû au fait que les femmes ont moins de plaques, un plus faible niveau de plaques et qui pourrait avoir un effet de protection éventuel, surtout chez les hommes peut-être, mais nous avons aussi trouvé que les gens qui utilisaient les inhibiteurs TNF ont vu une réduction de l'inflammation dans les artères qui mènent au cœur, alors réduisent l'inflammation vasculaire. Alors, il est important de traiter l'inflammation dans le contexte cardiaque. Alors, comment pouvons-nous prévenir les maladies cardiovasculaires? Alors, j'ai mentionné les facteurs de risque cardiovasculaires. Il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables, c'est-à-dire on ne peut pas les changer ou les modifier. De toute évidence, on ne peut pas changer notre âge. Alors, typiquement, on a soit le risque de développer certaines maladies cardiaques, ça va augmenter avec l'âge. Typiquement, chez les hommes de plus de 45 ans et les femmes de plus de 55 ans. Disons que c'est 10 ans plus tard que les hommes, là, au moment où la ménopause augmente de façon importante chez la femme. Et le sexe peut avoir une incidence. Jusqu'après la ménopause, les hommes sont plus exposés que les femmes. Et il y a aussi une association, un lien avec les antécédents de grossesse, c'est-à-dire les femmes qui ont développé le diabète gestationnel pendant la grossesse ou l'hypertension pendant la grossesse, qui pourrait aussi mener à une maladie cardiaque éventuellement. Et du point de vue génétique, des antécédents familiaux sont importants. Alors, il y a des facteurs génétiques pour les maladies cardiaques, peut-être pas cliniques, mais on peut tirer des conclusions des antécédents familiaux. Alors, on parle de maladies cardiovasculaires prématurées chez un parent du premier degré et c'est très important et ça peut se produire de façon prématurée chez les hommes de 5 ans, à partir de l'âge de 55 ans, chez les femmes à partir de l'âge de 65 ans. Et finalement, l'ethnicité. Les gens d'une certaine ethnicité sont à plus haut risque de développer justement des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est fondé aussi sur les facteurs génétiques. Et les facteurs de risque modifiables, il y en a. Et c'est bien parce qu'il y a des choses que nous pouvons changer et qui pourraient potentiellement réduire le risque de développer des maladies cardiovasculaires éventuelles. Alors, on a parlé justement du facteur métabolique et de l'obésité et c'est lié justement au psoriasis, l'arthrite psoriasique, et c'est très prévalent chez les populations psoriasiques. Et vous voyez qu'il y a aussi de l'hypertension à raison de 80 cholestérol anormal de l'ordre de 50 diabète 43, obésité 80. Et finalement, l'obésité et l'arthrite psoriasique, il y a de nombreuses études qui ont démontré le risque de développer l'arthrite psoriasique. C'est associé, lié à l'obésité. L'obésité est liée avec justement une maladie plus active de la peau et des articulations. Alors, on peut savoir ce qu'on peut faire pour prévenir le risque de développer l'arthrite psoriasique et on parle de diète. Lorsque les patients posent des questions, en vérité, on n'en connaît pas beaucoup, mais il y a un très fort lien entre l'obésité et l'arthrite psoriasique. Alors, je leur dis que s'ils maintiennent un poids anormal ou s'ils le maintiennent normal, c'est une façon potentielle de gérer ou de prévenir, de contrôler le psoriasis. Alors, il y a des chirurgies bariatriques pour aider les patients
à réduire leur poids corporel et réduire aussi l'incidence de toute autre maladie liée à l'obésité. Maintenant, le cholestérol peut être divisé ou séparé entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, on appelle HDL, et c'est le genre de cholestérol qui s'accumule justement dans les vaisseaux sanguins ou et il y a le mauvais LDL qui justement peut bloquer le sang dans les vaisseaux sanguins. Et ensuite, le bon cholestérol va mener le sang à partir du vaisseau sanguin jusqu'au foie et ensuite dans le reste du corps. Alors, lorsqu'on parle de cholestérol, il faut faire la distinction entre le bon et le mauvais cholestérol, le HDL et le LDL. Il est très important parce que lorsque les gens posent la question à savoir quel est le cholestérol normal, c'est très difficile à évaluer parce que les lignes directrices sont complexes et dépendent vraiment de votre risque futur de développer la maladie cardiaque au cours des 10 dernières années. Et c'est très différent que si nous considérons quelqu'un qui est jeune, qui n'a aucun autre facteur de risque par rapport à quelqu'un qui fume, qui boit de l'alcool, qui est obèse, qui souffre de cholestérol élevé. Alors, l'évaluation du risque est très différente. Et la question à savoir s'ils ont besoin de prendre un traitement, un médicament pour réduire leur cholestérol dépend du risque de développer la maladie cardiaque au cours des 10 dernières années. Les lignes directrices ont tendance à changer et honnêtement, elles sont déjà périmées. Et alors donc, consultez un spécialiste ou votre omnipraticien, votre généraliste pour vérifier s'il y a une intervention possible pour changer certaines choses au niveau de votre cholestérol et si les lignes directrices ont changé également. Et maintenant, à quoi comporte la tension artérielle? Eh bien, en fait, le sang exerce une pression sur les parois des vaisseaux. La force qu'il crée est appelée tension artérielle. Voilà. Et lorsque la tension artérielle est élevée, ça peut causer des dommages au cœur, aux reins, au cerveau. Et lorsqu'on mesure la pression, il y a deux chiffres. Le plus haut s'appelle systolique, c'est la pression systolique, c'est-à-dire que c'est la pression qui se trouve dans votre vaisseau sanguin avec les battements du cœur et le chiffre le plus bas s'appelle diastolique et c'est la pression lorsque le cœur, justement, bat. Alors, quelle est la pression artérielle normale? Ça dépend. Pour la plupart des gens, la pression artérielle peut être de l'ordre de 120 sur 80 et c'est bien. Et potentiellement, dans le bureau du médecin, les gens ont tendance à être un peu plus nerveux. Alors, lorsqu'on mesure la pression artérielle, lorsque le patient est calme, on va dire que ça peut être moins de 135 sur 85 pour les gens qui sont à la maison ou au repos. Et les gens qui sont nerveux dans le bureau de le cabinet du médecin peuvent être moins de 140 sur 90. Ou les gens avec le diabète ou une maladie rénale, ça peut être moins de 130 sur 80. Alors, il faut déterminer avec votre médecin quel est le niveau idéal pour vous. Et qu'est-ce que le diabète? Glycémie élevée, les tissus et les organes deviennent résistants à l'insuline. Ça peut affecter justement les reins, les yeux, les nerfs. Et ce sont des complications justement du diabète et le traitement par des interventions sur le mode de vie. Il y a eu une étude justement où ils ont comparé l'incidence du psoriasis au cours de 20 ans dans la clinique et ils ont comparé avec la population générale de l'Ontario. Alors, diabète lié à l'arthrite psoriasique en Ontario. Le risque de diabète a été comparé entre les patients atteints d'arthrite psoriasique et la population générale au cours des 20 dernières années, tel que mentionné. Et vous voyez ici les patients atteints d'arthrite psoriasique. Vous voyez qu'ils ont démontré un risque plus élevé de diabète chez les patients atteints d'arthrite psoriasique comparativement à la population générale en Ontario est de l'ordre de 43 %. Alors, 43 % plus élevé par rapport aux gens du même âge, même sexe, qui ne sont pas atteints d'arthrite psoriasique. Alors donc, quel type de test pourrions-nous faire?
justement pour évaluer le risque de maladie cardiaque. Voici les tests que nous faisons dans une clinique de rhumatologie. Et les médecins vont typiquement demander ces analyses sanguines. Et si les analyses sanguines peuvent comprendre composés lipidiques, glycémie pour le diabète, marqueurs de l'inflammation. Et une fois tous les 5 ans, ils vont faire des évaluations, mais ils vont proposer que les gens subissent ou se présentent pour ces analyses sanguines au moins une fois là pour déterminer le taux de sucre, pour aussi évaluer si oui ou non ils ont le diabète. Et il est très important pour nous de connaître à quel point l'arthrite psoriasique est active, parce que ça donne beaucoup de renseignements sur le développement éventuel de maladies cardiaques. Maintenant, l'hypertension artérielle peut être mesurée à la maison avec l'aide d'un appareil, un tensiomètre, justement, si c'est plus élevé, si un médecin a commandé justement que vous mesuriez votre tension artérielle. Vous voyez les changements, suivi de la tension artérielle à domicile et suivi de la tension artérielle 24 heures sur 24. Vous voyez que ça change parfois au fil du temps. Ensuite, les traitements ou les médicaments possiblement recommandés, ce qui est non médical ou non médicinal. Vous pouvez améliorer votre mode de vie, votre régime alimentaire, mais parfois ce n'est pas suffisant et il y aura lieu de vous prescrire des médicaments. Et encore une fois, vous devez consulter votre généraliste ou votre spécialiste. Et il y a bon nombre de patients qui posent des questions au sujet du régime alimentaire pour adopter un régime sain, pour adopter de bonnes habitudes alimentaires, et il y a de mauvaises habitudes alimentaires. Et c'est difficile de répondre parce que il y a des sites web qui réclament que certains aliments sont bons pour la peau et les articulations, mais il n'y a aucune preuve indiquant que certains régimes alimentaires sont mieux que d'autres ou certaines diètes meilleures que d'autres. Mais nous savons que certains régimes et que la diète méditerranéenne ou le régime méditerranéen est très bénéfique pour la santé en général et je recommande fortement le régime DASH et le régime méditerranéen parce qu'il contribue à la santé en général et ça ne va pas faire de tort à l'activité psoriasique dans les articulations. Et c'est sûr que si on mange des aliments frais, des légumes, des fruits et aussi pour les viandes, il y a des préférences, c'est-à-dire de la viande à faible gras, du poisson, du poulet, de la dinde, des herbes, des épices pour remplacer le sel et des aliments avec 5% au moins de sel. Alors, voici les mauvaises habitudes alimentaires. Il faudrait aussi consulter le guide canadien. Voici des renseignements que nous pouvons tirer des étiquettes sur les aliments pour nous donner une bonne idée pour prévenir la maladie. Et j'aime en général souligner l'apport sodique ou l'apport en sodium. Et vous voyez que 5% de valeur quotidienne de sodium, c'est peu. Et 15% de valeur quotidienne de sodium, c'est beaucoup trop. Alors, il faut penser à cela pour l'apport de sodium. Et qu'en est-il pour l'exercice? Alors, l'exercice physique est un médicament très puissant. Et la digestion est-elle considérée comme de l'exercice? Mais en fait, on sait que l'exercice est bénéfique pour bien des maladies cardiaques, le contrôle du poids corporel, prévenir le diabète et
le cancer. Bien des gens diabétiques ont du mal à contrôler justement ou à faire de l'activité physique en raison de la douleur des articulations. Et ça dépend du type de diabète. Et bon nombre d'études ont démontré qu'au fil du temps, pendant de longues périodes de temps, les gens qui font de l'exercice, qui sont en mesure de faire de l'exercice de façon régulière, ont vu leur douleur amoindrie ou réduisent les niveaux de douleur. Et c'est une façon justement d'aborder la douleur articulaire. Et les gens ont commencé à faire de l'exercice et ça a soulagé leur douleur. L'exercice est très important. Alors donc, l'arrêt de tabagisme est très important. Alors, c'est très, très important pour bon nombre de maladies. Alors, il y a des programmes d'arrêt de tabagisme et c'est très, très important que les gens songent à cela s'ils fument. Et finalement, il s'agit d'un sujet ici qu'on n'aborde pas assez souvent. Et très peu de sommeil, et c'est lié, peu de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peut avoir des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire. Et alors, un bon sommeil est très, très important. Il y a des maladies qui peuvent mener justement à un sommeil perturbé ou de mauvaise qualité. Et ça peut causer justement de la fatigue et aussi risque de diabète, obésité, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, rythme cardiaque, anormaux. Alors, un sommeil perturbé doit être contrôlé, géré et encore une fois, consultez votre généraliste si vous vivez un très mauvais sommeil. Et si vous vous réveillez fréquemment pendant la nuit. Alors donc, voici des choix liés à un mode de vie sain. Je sais que c'est très difficile parce que j'ai mentionné qu'il y a beaucoup de douleurs. Et le but est de faire un pas à la fois. Alors, allez-y une étape à la fois. Tout commence avec vous. Remplacez les habitudes malsaines par des habitudes plus saines. Mangez pour favoriser la santé de votre cœur. Et n'oubliez pas que les calories comptent, mais également le type d'aliment. Et commencez à faire de l'exercice. Débutez lentement. Et vous pouvez augmenter graduellement, progressivement, avec les activités qui vous plaisent et vous pouvez les maintenir pendant de longues périodes de temps. Voici des choses importantes. Et aussi, comment continuer. Alors, pensez au fait qu'il s'agit de changements perpétuels et il n'y a pas de solution magique. Alors, considérez les changements comme un nouveau mode de vie et non comme des solutions rapides. Fixez-vous des objectifs réalistes. Unissez vos efforts, amis et famille, pour faire ces activités. Et pardonnez-vous si vous manquez une journée ou si vous ne pouvez pas tenir le coup. Ne vous inquiétez pas au sujet d'un petit écart. Récompensez vos succès. Et je voulais brièvement mentionner qu'au Women's College, nous avons un programme de cardio-rhumatologie pour les patients qui souffrent de maladies rhumatologiques et nous avons un système de référence. Et si vous souffrez de spondylite ankylosante, d'arthrite psoriasique, d'arthrite rhumatoïde, et vous pouvez consulter et voici le sommaire. L'arthrite psoriasique est liée avec un risque accru de développer les maladies cardiovasculaires et le contrôle et la gestion de l'inflammation peut réduire le risque de maladies cardiaques éventuelles et la gestion des facteurs de risque traditionnels, exemple cholestérol et le mode de vie sain, sont tous très importants pour prévenir les maladies cardiovasculaires éventuelles. Alors, voilà notre équipe. À Toronto, au Women's College Hospital, je voulais souligner que
Nous étudions maintenant les effets de la diète sur les patients présentant de l'arthrite psoriasique et cette étude est ouverte aux gens qui sont intéressés. Et sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec nous et communiquer avec notre coordonnatrice d'études et de recherche. Merci de votre attention et je suis prête à prendre vos questions. C'était génial. Merci beaucoup, Dr. Eder. Et si quelqu'un désire obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'étude en cours à l'écran actuellement, on peut partager de l'information à ce sujet. Merci à vous deux. Merci énormément. Et j'adore le fait que nous avons conclu avec le sommaire, à savoir justement comment c'est lié à tout, parce que nous avons beaucoup de renseignements et présenté beaucoup d'informations en très peu de temps. Alors, sentez-vous bien à l'aise de passer en revue justement les risques liés et tous ces renseignements. Alors, oui, c'est très puissant. Il faut poursuivre le dialogue et aussi donner les renseignements et nous avons aussi des renseignements sur notre site web sur les diètes et les régimes en arthrite psoriasique et d'autres webinaires et comment manger sainement. Et il y a bien de composantes justement qui sont le fondement d'une vie saine. Et merci beaucoup, c'était très, très utile pour conclure ce genre de conversation. Nous avons quelques questions dans la boîte de clavardage. Nous sommes très chanceux de pouvoir avoir accès aux connaissances de Dr. Eder, Dr. Kirchhoff. Nous avons ici un dermatologue, une rhumatologue. Alors, la première question que j'ai reçue touche les maladies oculaires. La question, précisément, est la suivante. Est-ce que le syndrome de l'œil sec est lié au psoriasis ou l'arthrite psoriasique? Je sais que l'uvéite est une maladie oculaire qui est une comorbidité dont nous avons entendu parler. On va débuter avec le Dr. Kirchhoff et ensuite Dr. Eder, si vous avez quelque chose à ajouter au sujet des maladies oculaires. Alors, je ne suis probablement pas l'expert parce que le syndrome est un syndrome rhumatologique en ce qui touche les maladies immunitaires et les personnes qui souffrent de maladies immunitaires sont à plus haut risque justement d'avoir ces maladies. C'est manifesté par l'œil sec. Alors donc, je dirais qu'il y a un risque. Maintenant, en ce qui touche l'œil sec en général, je sais que c'est un processus multifactoriel et je ne sais pas si tous les syndromes d'œil sec sont liés au psoriasis. C'est possible. Et il y a des maladies qui sont potentiellement liées, justement. Dr. Eder, vous avez quelque chose à ajouter avant que nous passions à la prochaine question? Oui, je suis d'accord. Je crois que oui, ce syndrome qu'il a mentionné en état et c'est moins commun de causer l'œil sec et c'est très non spécifique. C'est une bonne idée de consulter un ophtalmologue, un ophtalmologiste parce que ça dépend du degré de sécheresse et il pourrait recommander comment gérer cela. Parce que ça pourrait être autre chose. Merci. Génial. Une autre question, possiblement pour vous, Dr. Eder. Est-ce que l'arthrite psoriasique affecte les doigts? Pouvez-vous nous expliquer comment ça affecte les mains? Oui, l'arthrite... en fait, c'est l'arthrite psoriasique. Oui, ça peut justement affecter les doigts, mais ça peut affecter n'importe quelle articulation. Ça peut affecter les doigts, la plante des pieds et bien d'autres endroits. Et les doigts sont un endroit plus commun que l'arthrite psoriasique peut affecter. Ça peut être une articulation, de multiples articulations. Les articulations vous paraîtront gonflées, enflées, et parfois ça peut ressembler à des petites saucisses et serait très typique justement de l'arthrite psoriasique et ce sera douloureux également. Alors oui. Merci beaucoup.
Si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à les afficher dans la boîte de clavardage. Une question que je crois est très utile au niveau de la réponse de vous deux. Comment pouvez-vous travailler ensemble pour soutenir un patient? Idéalement, nous aimerions voir justement des soins multidisciplinaires, des cliniques de dermato et de rhumatologie en même temps, mais est-ce que le cardiologue est potentiellement impliqué, l'endocrinologue? Alors, comment soutenir vos patients de façon multidisciplinaire? Y a-t-il une équipe multidisciplinaire, Dr. Kirchhoff? Ah oui, d'accord. Dr. Edar a une clinique unique, je crois, à ce niveau-là. Alors, je dirais que ma situation est moins idéale et on fonctionne par silo, malheureusement. Et souvent, il faut référer le patient à un autre spécialiste ou on peut toujours donner un coup de fil et ensuite référer le client. Mais l'interaction réelle, la coordination réelle entre le patient et les soins est en manque partout à travers le pays et globalement, mondialement. Alors, il y a beaucoup d'améliorations à apporter à ce niveau. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre clinique et les avantages de ce genre de modèle, Dr. Edar? Oui, notre clinique, en fait, elle est unique, oui. Bien qu'il y a beaucoup de telles cliniques partout à travers le monde, mais autant que je sache, nous sommes la première clinique au Canada. Nous sommes très chanceux d'avoir une équipe. Nous faisons équipe avec des cardiologues qui sont très intéressés dans les maladies rhumatologiques et les patients qui souffrent de maladies rhumatologiques peuvent développer des maladies cardiaques. Alors, notre but est de miser sur la prévention et on veut tenter de détecter toutes ces maladies et les problèmes et d'identifier les patients et ces maladies le plus tôt possible et de les référer. On veut aussi éduquer nos collègues parce que de nombreux collègues, surtout les généralistes, n'ont pas ces relations avec les maladies cardiovasculaires et les maladies dermatologiques, rhumatologiques. Je constate que nous avons le luxe de travailler justement dans un centre académique et dans bien des régions, ils n'ont pas le luxe de travailler dans de telles cliniques multidisciplinaires. Pour les gens qui nous écoutent, je crois que la sensibilisation est importante et d'être son propre défenseur est très important. Alors, lorsqu'on est au courant et lorsqu'on déclenche la conversation avec un généraliste, je crois que c'est très, très important. C'est un très bon point. Alors, je crois que vous avez mentionné la vérification de quelques facteurs, le cholestérol, la glycémie, et ça ne se présentera pas dans toutes les situations, mais sachant cela, je vais vous demander, et dans la présentation antérieure, oui, pour ce qui est de la composante santé mentale et de soulever cela également, c'est quelque chose, si on ne la soulève pas, peut-être que ça ne remontera pas à la surface et ce ne sera pas soulevé aussi souvent que les autres sujets et ça ne sera pas testé aussi souvent non plus. Une autre question ici. Si nous pouvons parler justement du traitement de la maladie et le potentiel de mitiger les maladies concomitantes ou les comorbidités et la recherche émergente à savoir comment ça peut avoir une incidence et que ça pourrait potentiellement réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous pouvez aborder cela un petit peu, à savoir où est rendue la recherche là-dessus? Est-ce qu'il y a plus de recherches d'effectuer? Est-ce que c'est très connu, confirmé dans le domaine de la recherche?
Est-ce qu'on a vu le risque amoindri? Dr. Kirchhoff, je ne sais pas si vous voulez répondre. Et je me demandais si vous pouviez justement vous référer à ce que vous avez présenté plus tôt dans ce domaine. Je ne sais pas que je serai plus articulé que la recherche, mais sans trop confondre les choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça paraîtrait à la surface initialement. La méta-analyse effectuée avec les patients prenant des thérapies, les résultats étaient positifs. Il y avait une grande étude entreprise avec le méthotrexate où ils ont tenté de prévenir la maladie cardiovasculaire. Et malheureusement, l'étude n'était pas une réussite et ils ont détecté peut-être que chez certaines populations, il y aurait lieu d'étudier ça davantage. Et ensuite, ils ont utilisé une certaine logique pour tenter de déceler des propriétés antivasculaires, cardiovasculaires, et les résultats étaient mixtes. Dr. Jordan était un des défenseurs aux États-Unis et il a trouvé que parfois, des agents biologiques ont parfois une incidence mineure, parfois pas du tout. Alors, je dirais que nous sommes toujours confus et tentons toujours de trouver la réalité. Je dirais, du point de vue physiopathologique ou pathologique, ça a du sens de réduire l'inflammation et que ceci réduise l'inflammation et qui pourrait avoir une incidence positive sur la maladie cardiovasculaire, l'obésité et même sur l'aspect psychiatrique. Alors, ça a du sens, ça fait du sens et les méta-analyses, les études pour soutenir ça, oui, mais je crois que nous n'avons pas la réponse tout à fait claire jusqu'à maintenant. Dr. Eder, je voulais juste demander au premier conférencier. Non, c'est un très bon résumé. Nous sommes confus. Et je crois qu'il y a de très bonnes données sur les maladies psoriasiques et rhumatologiques. Mais il n'est pas possible d'effectuer une grande étude pour savoir avec certitude si, justement, on protège contre les maladies cardiaques parce qu'on ne peut pas laisser les patients sans traitement ou médicaments pendant de longues durées. Alors, c'est très incertain, mais je parle de maladies rhumatoïdes et où ça pourrait justement être logique. Et avec les inhibiteurs de TNF qui sont disponibles depuis plus qu'une décennie, il y a eu des données d'observation qui ont démontré certaines choses, à savoir pourquoi on devrait renforcer ces traitements. En rhumatologie, la rhumatologie est différente de la dermato, en ce sens que nous avons des effets irréversibles sur l'inflammation des articulations et un manque de gestion ou de contrôle du psoriasis ou de l'inflammation des articulations va mener à des effets accrus de la maladie. Alors, nous n'aimons pas voir une inflammation et c'est une autre raison pour laquelle nous tentons de gérer cela à cause justement de l'effet inflammatoire et ça touche les articulations, les os. C'est difficile. On ne peut pas laisser les patients sans traitement. Alors, les questions ont été répondues. Vous avez élucidé le mystère de certaines questions. Nous comprenons jusqu'à un certain point qu'on ne va pas tout comprendre en raison des limites, Dr. Eder. Mais c'est très utile de voir la recherche qui a été présentée par vous deux. Alors, merci, parce que ça nous donne une idée de ce que nous savons déjà. Une autre question qui est souvent soulevée en matière d'arthrite psoriasis ou du psoriasis et pour gérer la maladie et
Je peux vous poser la question, Dr. Kirchhoff, mais pour traiter cette maladie, est-ce qu'il s'agirait plutôt du rhumatologue ou quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui pourrait traiter, gérer les deux maladies? Chez un patient, par exemple, qui souffre d'arthrite psoriasique ou arthrite rhumatoïde. Oui, mais ça dépend. Quelqu'un peut avoir juste une petite plaque et de l'arthrite très sévère. Et le médicament systémique pourrait déclencher une inflammation des articulations. Parfois, je pourrais prescrire, ça dépend si les plaques sont très petites et très légères, mais si quelqu'un présente un psoriasis qui est très étendu sur la surface corporelle ou très précisément localisé, comme dans les parties génitales, sur le cuir chevelu ou les pommes, alors je recommanderais fortement d'aller voir un de mes collègues rhumatologues. Et on peut co-gérer le patient, on peut discuter les soins du patient et la sélection des médicaments parce que les nouveaux médicaments pourraient avoir un meilleur effet justement sur les articulations ou sur d'autres aspects. Alors, il est important de jumeler nos efforts, de travailler de concert. Oui, une autre chose qui est importante, c'est de mentionner justement au rhumatologue lorsqu'un patient justement souffre d'arthrite psoriasique pourrait avoir aussi des douleurs articulaires pendant longtemps sans l'avoir mentionné à leur rhumatologue ou même le dermato. Je crois que c'est un point très important lorsque ces maladies sont liées. Alors, parce que un patient peut développer finalement l'arthrite psoriasique après avoir été atteint de psoriasis. Alors, nous avons couvert toutes les questions et je voulais prendre quelques moments pour remercier nos deux conférenciers à nouveau avant de conclure ce soir et s'il y a quelqu'un qui a des questions résiduelles ou si des questions sont soulevées, vous pouvez communiquer avec nous par le biais des courriels et vous pouvez aussi vous en remettre à notre site web. Et entre-temps, si vous êtes intéressé dans l'étude mentionnée par Dr. Eder en ce qui touche le régime alimentaire ou l'arthrite psoriasique. Si vous désirez de plus amples renseignements, laissez-nous savoir. Et sur ce, j'aimerais vous remercier à nouveau pour votre expertise, votre présentation. Et encore une fois, pour nous laisser savoir qu'il y a des choses que les gens peuvent faire et qu'il ne faut pas procéder une étape à la fois. Alors, merci beaucoup et nous espérons vous revoir pour des présentations éventuelles et merci à nouveau pour ce soir. Merci. Bonne fin de soirée.